Bonjour et bienvenue au 45 avenue Mohamed V, Tunis. Chapitre 1. Notion de groupe. L'étude de la notion de groupe nous conduit nécessairement à évoquer son aspect économique, son aspect juridique et son aspect fiscal. Aussi son aspect comptable. Un groupe est l'ensemble constitué par les entreprises liées financièrement et économiquement qui dépendent d'une entreprise qui en assure la direction et le contrôle. Un groupe est un ensemble d'entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe par une société ou sur lesquelles cette société exerce une influence notable. Un groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant ainsi une unité de décision. La norme internationale IAS 27 a défini le groupe comme l'ensemble constitué par une mère et toutes ses filiales. La norme comptable tunisienne numéro 35, reprenant la définition de la norme internationale, définit le groupe comme étant une mère et toutes ses filiales. Un grand 1, l'aspect économique. En termes économiques, le groupe apparaît comme un ensemble de moyens traduisant des relations de dépendance plus ou moins fortes. Elles peuvent consister en une appartenance totale telle qu'une succursale, une dépendance de droit, filiale, une liaison juridique, participation, une relation économique plus ou moins constante qui peut être contractuelle, sous-traitance ou simplement commerciale. Au-delà de ces liens de dépendance, le groupe se caractérise par un centre de décision unique, fortement lié au concept de pouvoir exercé sur autrui. L'objectif ultime du groupe est la recherche permanente de la meilleure allocation des ressources aux emplois les plus performants. Le système des filiales et celui des participations apportent une réponse aux exigences de l'économie moderne. En effet, la création d'une filiale, entité juridiquement autonome, favorise la décentralisation, disperse le risque économique, s'inscrit parfaitement dans une logique de diversification industrielle, commerciale et financière et constitue indéniablement l'instrument privilégié du développement des groupes. Pour conclure cet aspect économique, on peut dire que le groupe est un ensemble de moyens traduisant des liens économiques sur lesquels s'exerce un pouvoir de décision unique. 2. Aspect juridique. Poursuivant ces réformes, le législateur tunisien, après avoir reconnu, même timidement, la personnalité fiscale du groupe des sociétés en instituant un régime d'intégration des résultats par la loi de finances pour l'année 2001, a promulgué la loi portant sur les groupes de sociétés. Cette loi, numéro 2001-117 du 6 décembre 2001, complétant le Code des sociétés commerciales, a fixé des dispositions relatives à la définition de la notion de groupe de société, définition de la société mère, définition de la société filiale et définition de la société holding, à la réglementation des participations réciproques, à l'obligation d'établir des états financiers consolidés contrôlés obligatoirement par un commissaire aux comptes membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie et publié dans un journal quotidien paraissant en langue arabe, à la légitimité, sous certaines conditions, des opérations financières entre les sociétés du groupe, à la réglementation des conventions conclues entre les sociétés du groupe ayant des dirigeants communs, à la possibilité d'étendre les procédures de faillite et de redressement ouvertes contre l'une des sociétés faisant partie du groupe aux autres sociétés y appartenant. Cette réforme constitue donc un grand pas
réalisé par le législateur. Cependant, ce grand pas a été amputé partiellement par le dernier alinéa de l'article 461 du Code des sociétés commerciales qui dispose: le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique. Cela signifie que le groupe n'a pas de personnalité morale et n'a pas en conséquence de patrimoine au sens juridique du terme, comme il ne peut pas par exemple ester en justice ou distribuer des dividendes sur la base de la situation nette consolidée, et ce, malgré que les comptes consolidés doivent être approuvés par l'Assemblée générale ordinaire de la société mère. L'article 472 du Code des sociétés commerciales. 3. Aspect fiscal. Les groupes de sociétés ne peuvent connaître un développement adéquat que dans le cadre d'une législation fiscale appropriée. Le législateur tunisien, considérant l'importance des groupes de sociétés dans l'économie du pays, a reconnu dans une première étape la notion du groupe à travers l'article 30 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2001. Cette reconnaissance est traduite par l'institution d'un régime dit d'intégration fiscale des résultats, permettant sous certaines conditions à toute société cotée qui détient directement ou indirectement au moins 95% du capital d'autres sociétés d'opter en sa qualité de société mère pour son imposition à l'IS sur la base de l'ensemble des résultats réalisés par elle et par les autres sociétés. Cela signifie qu'une compensation est opérée entre les résultats bénéficiaires et déficitaires. Dans une deuxième étape, et dans le but d'assouplir les conditions pour le bénéfice de ce régime, les articles 17 et 18 de la loi de finances pour l'année 2004 ont énoncé des mesures supplémentaires. L'article 17 a réduit le taux de participation dans le capital de 95 à 75% et l'article 18 a assoupli la condition de cotation préalable en bourse en permettant à la société mère de prendre l'engagement pour introduire ses actions à la bourse dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année qui suit celle de l'application du régime d'intégration des résultats, avec possibilité de prorogation de ce délai d'une année. Les mesures incitatives concernent aussi l'octroi d'un avantage substantiel à ce régime. Cet avantage est annoncé par l'article 20 de la loi de finances 2004 qui affranchit désormais de l'IS les intérêts non décomptés sur les sommes déposées dans les comptes courants intersociétés intégrés. En France, par exemple, il existe deux régimes dérogatoires au principe de la personnalité fiscale. Un régime dit d'intégration fiscale qui permet la compensation des résultats positifs et négatifs de l'ensemble des sociétés d'un groupe dont la société mère détient au moins, directement ou indirectement, 95% des droits de vote. Et un régime dit du bénéfice consolidé qui permet de déterminer le résultat imposable de la société mère française en faisant la somme du résultat de ses filiales françaises et étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement au moins 50% des droits de vote. Enfin, aspect comptable du groupe. Dans l'introduction, nous avons donné un bref historique sur la publication des comptes consolidés dans le monde. Il convient de rappeler à ce niveau que l'IASC avait publié une norme numéro 3 relative aux états financiers consolidés et qui a été appliquée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977. Cependant, cette norme a été ensuite annulée et remplacée par trois autres, portant les numéros 27, 28 et 31, relatives aux comptes consolidés et publiés en 1989. Ces normes ont, à leur tour, fait l'objet de plusieurs révisions. La dernière date de décembre 2003 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Par ailleurs, la norme numéro 22 IAS, regroupement d'entreprises, a été remplacée par l'IFRS 3, norme internationale d'information financière, et dont les dispositions sont aussi applicables
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. En Tunisie, c'est la loi numéro 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises qui a prévu, dans son paragraphe 24, l'obligation pour les groupes de sociétés de publier des états financiers consolidés selon les conditions, les modalités et les procédures prévues par les normes comptables. Celles-ci sont publiées au JORT numéro 97 du 5 décembre 2003 et entrent en vigueur pour les états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003. Ces normes traitent des techniques comptables de préparation et de présentation des états financiers consolidés. Pour conclure la notion de groupe, on est amené à constater que le législateur tunisien est bien conscient de l'importance des groupes des sociétés dans l'économie du pays. Elle a commencé par la réglementation des comptes consolidés, en consacrant ainsi une importance capitale à la fiabilité de l'information publiée par les groupes, loi numéro 96-112. Puis, dans le cadre de la loi de finances 2001, il a institué le régime d'intégration des résultats, lequel a vu des assouplissements par la loi de finances 2004. Puis encore, de par la loi 2001-117 du 6 décembre 2001, le législateur tunisien a reconnu la notion de groupe, mais sans pour autant aller jusqu'à lui accorder la personnalité juridique. Enfin, un arrêté du ministre des Finances du 1er décembre 2003 a publié les normes comptables relatives à la consolidation. Ce qui est certain, cependant, est que le législateur tunisien a introduit les réformes par bancs successifs, et ce, en fonction de l'évolution économique enregistrée par notre pays et compte tenu du contexte international. Définition, objectif et limites de la consolidation. Définition de la consolidation. La consolidation est une technique permettant l'établissement des comptes uniques, représentatifs de l'activité globale et de la situation d'un ensemble de sociétés ayant des liaisons d'intérêts communs ou dépendant d'un centre de décision commun, mais gardant chacune une personnalité juridique propre. La consolidation doit concerner l'ensemble des états financiers, c'est-à-dire le bilan, l'état de résultat et l'état de flux de trésorerie. La consolidation des bilans consiste à substituer au montant des titres de participation qui figurent au bilan d'une société la part de la situation nette des sociétés émettrices qui correspond à ces titres et à éliminer les soldes des opérations effectuées entre sociétés consolidées. La consolidation des résultats consiste à cumuler les résultats des sociétés retenues dans la consolidation et à éliminer les opérations effectuées entre ces sociétés. Objectif de la consolidation. Une méthode d'évaluation du portefeuille orientée en ce sens vers une optique financière qui permet une représentation améliorée de l'unité économique fonctionnelle dans une optique économique. En effet, c'est à partir des états financiers consolidés qui présentent une image cohérente du groupe que les investisseurs et les bailleurs de fonds ont la possibilité d'apprécier la structure de financement du groupe, fonds propres, dette non courante, dette courante et son évolution globale. De mesurer la relation entre bénéfices et chiffre d'affaires et d'apprécier la rentabilité des capitaux propres. D'analyser les choix fondamentaux retenus par les dirigeants du groupe en matière d'investissement et de financement, état des flux. Les états financiers consolidés constituent à la fois un élément d'information interne et externe. Les états financiers consolidés constituant en même temps un élément d'information interne et externe
interne en tant qu'instrument de gestion, car la consolidation exige une normalisation des concepts, une harmonisation des méthodes d'évaluation et de présentation et une normalisation des procédures de gestion. Ceci permet bien entendu à la direction du groupe de le maîtriser convenablement et de bien gérer les filiales. Externe en tant qu'instrument d'information pour la prise de décision économique, car les états financiers individuels des sociétés membres du groupe ne peuvent pas à eux seuls donner une image fidèle du groupe dans son ensemble. Celle-ci relève des états financiers consolidés qui seuls permettent d'exprimer l'activité globale et la structure financière du groupe. Le périmètre de consolidation. La consolidation a pour objet de donner une image comptable d'un potentiel économique constitué par le groupe de sociétés vivant dans l'orbite d'une société mère. Ceci étant, il convient de définir avec précision les entreprises qui seront consolidées. C'est ce que l'on appelle souvent périmètre de consolidation. En ce sens, les comptes consolidés incluent non seulement les sociétés du groupe, sociétés mères et sociétés dépendantes, mais aussi les sociétés dans lesquelles les sociétés du groupe exercent une influence notable et les sociétés communes à plusieurs groupes. Les normes tunisiennes 35, 36, 37. Le périmètre comprend donc, outre l'entreprise consolidante, société mère, les entreprises sous contrôle exclusif, filiales ou conjoint, co-entreprises, et les entreprises sous influence notable, entreprises associées. Définissons le périmètre de consolidation. Il désigne l'ensemble des entités retenues pour l'établissement des comptes consolidés d'un groupe de sociétés. Cette étape constitue le point de départ de toute démarche de consolidation. Notion de contrôle. Avant de commencer les travaux de consolidation des comptes, il convient de savoir quelles sont les sociétés du groupe qui entrent dans le périmètre de consolidation. Quelle est la méthode de consolidation à appliquer pour chacune d'elles? Définition du contrôle. D'une manière générale, le contrôle peut être défini comme étant le pouvoir de diriger les politiques opérationnelles, financières d'une société afin d'obtenir des avantages de ses activités. Partant de l'objectif assigné aux états financiers consolidés, à savoir la présentation de la latitude du pouvoir de contrôle, quelle qu'en soit sa forme, totale, partielle ou influence notable, exercée par l'entreprise consolidante sur d'autres entités, on retiendra une conception large du périmètre de consolidation qui couvrira, outre la société mère consolidante, les entreprises sur lesquelles elle exerce un contrôle exclusif, filiale, les entreprises sur lesquelles elle exerce avec d'autres entités un contrôle conjoint, co-entreprise, et enfin les entreprises sur lesquelles elle exerce une influence notable, entreprise associée. Les différentes formes de contrôle: 1. Le contrôle exclusif, 2. Le contrôle conjoint et 3. L'influence notable. 1. L'existence du contrôle exclusif. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle implique, petit a, une capacité de prise de décision qui n'est pas partagée avec d'autres parties, donc un pouvoir exclusif. Petit b, l'accompagnement obligatoire de cette capacité de diriger la prise de décision par l'objectif d'obtenir des avantages des activités de l'entité, c'est-à-dire augmenter ses propres bénéfices ou limiter ses pertes provenant de la participation dans l'entité contrôlée. Petit a, une capacité de prise de décision qui n'est pas partagée avec d'autres parties. Ceci implique diriger l'utilisation des actifs d'une autre entité ainsi que l'accès à ceux-ci, généralement en ayant le pouvoir d'arrêter les politiques qui guident la manière avec laquelle sont utilisés ces actifs dans les activités courantes. Tenir les dirigeants de cette autre entité pour responsables de la conduite de ces activités courantes, y compris de l'utilisation des actifs de cette entité, généralement en ayant le pouvoir de l'entité fixé pour ses dirigeants
des objectifs à atteindre en matière d'investissement, financement et exploitation et de déterminer, en conséquence, le mode d'intéressement de l'équipe dirigeante responsable de l'exécution des directives de la mer. Petit b, capacité d'accroissement des bénéfices et de limitation des pertes. Souvent, la mère a l'opportunité d'accroître les bénéfices générés par les activités d'une filiale en ayant un intérêt dans les résultats nets et dans les capitaux propres de cette dernière. Une mère peut aussi accroître ses bénéfices par d'autres moyens. Par exemple, en mettant en œuvre des actions conduisant à l'augmentation des revenus ou à l'économie de charges à travers les synergies créées entre la filiale et la mère ou les autres entités apparentées. L'existence du contrôle exclusif, l'article 461 du Code de société commerciale, un contrôle juridique, l'IAS, un contrôle effectif ou de fait. L'existence du contrôle exclusif, contrôle juridique, un contrôle de droit et un contrôle contractuel. Contrôle effectif ou de fait, contrôle de fait démontre, contrôle de fait présumé, démontré, présumé. Contrôle juridique. Définition. Il y a contrôle juridique lorsque la partie contrôlante détient un pouvoir inconditionnel qui est accepté sans discuter, qui est exécutoire en droit. Ce pouvoir inconditionnel découle soit de la détention de la majorité des droits de vote, d'un contrat ou d'un texte réglementaire. Le contrôle de droit. Le contrôle existe lorsque la société mère détient, directement ou indirectement par l'intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d'une entité, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle contractuel. Le contrôle existe également lorsque la société mère détenant la moitié au moins des droits de vote d'une entité dispose du pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l'entreprise en vertu des statuts ou d'un contrat, du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent. Contrôle effectif ou de fait. Le contrôle de fait présumé, il est établi sur la base de la possession d'une minorité importante des droits de vote sans qu'une partie ou un groupe organisé de partis ne détienne une forte participation. L'article 461 du Code des sociétés commerciales et la norme comptable 3510. Le contrôle est présumé exister dès lors qu'une entreprise détient directement ou indirectement 40% au moins des droits de vote dans une entreprise, dans une autre entreprise, et qu'aucun autre associé n'y détienne une fraction supérieure à la sienne. 2. L'existence du contrôle conjoint. Le contrôle conjoint est le pouvoir de diriger conjointement avec une ou plusieurs entreprises les politiques financières et opérationnelles d'une autre entreprise. Ce type de contrôle induit un nombre limité d'actionnaires ou d'associés qui partagent le contrôle et un accord contractuel quant à l'exercice du contrôle conjoint entre ces actionnaires ou associés. Existence du contrôle conjoint. Le contrôle conjoint est le partage d'une activité économique en vertu d'un accord contractuel. Il n'existe que lorsque les décisions stratégiques, financières et opérationnelles correspondant à l'activité imposent le consentement unanime des parties partageant le contrôle des co-entrepreneurs. Partage de contrôle plus accord contractuel. Le partage de contrôle d'une activité économique est dit conjoint lorsqu'il est exercé collégialement. Cela suppose que toutes les décisions financières et opérationnelles considérées comme stratégiques nécessitent l'accord unanime des associés. Aucun des co-entrepreneurs pris individuellement n'est en mesure de contrôler unilatéralement l'activité. L'accord contractuel, comment le prouver?
La preuve de l'accord contractuel peut être apportée de différentes façons. Par exemple, par un contrat conclu entre les co-entrepreneurs, par un PV, procès verbal de discussion entre les co-entrepreneurs, ou bien par l'incorporation de cet accord dans les statuts. Quelle qu'en soit la forme, l'accord contractuel est généralement constaté par écrit. De quoi traite-t-il? L'accord contractuel traite des questions telles que l'activité, la durée, les obligations de communication financière, la désignation des membres du conseil d'administration ou d'un autre organe de direction, les droits de vote des co-entrepreneurs, les apports en capital des co-entrepreneurs, le partage entre les co-entrepreneurs de la production des produits, charges ou résultats. 3. L'existence de l'influence notable. C'est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entreprise détenue, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. Présomption basée sur le pourcentage des droits de vote plus l'identification de certaines situations. La présomption d'influence notable. Un investisseur est présumé exercer une influence notable lorsqu'il détient directement ou indirectement, à travers ses filiales, 20% au moins des droits de vote, sauf à démontrer le contraire. Inversement, si l'investisseur détient, directement ou indirectement, par le biais de filiales, moins de 20% des droits de vote dans l'entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d'influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe. La mise en évidence de l'existence de l'influence notable. L'existence de l'influence notable d'un investisseur est habituellement mise en évidence par une ou plusieurs des situations suivantes. Une représentation au conseil d'administration ou à l'organe de direction équivalent de l'entreprise détenue. Participation au processus d'élaboration des politiques, notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions. Transactions significatives entre investisseurs et l'entreprise détenue. Échange de personnel dirigeant. Fourniture d'informations techniques essentielles. À retenir, notion de contrôle. Société mère, à la tête du groupe, elle exerce les pouvoirs de direction et de contrôle. Les sociétés dépendantes, les filiales, contrôle exclusif de la société mère, directement ou indirectement. Majorité des droits de vote, désignation de la majorité des organes de direction présumés avec 50% des droits de vote. Influence dominante exercée en vertu d'un contrat. Société contrôlée conjointement. Contrôle conjoint, c'est le partage du capital et des décisions entre un nombre limité d'actionnaires. Société rattachée au groupe associé. Influence notable présumée avec au moins 20% des droits de vote. À retenir aussi la synthèse du périmètre de consolidation, les méthodes de consolidation, les conditions, types de contrôle et méthodes. Supérieur à 50% des droits de vote, le type de contrôle est un contrôle exclusif de droit. La méthode de consolidation retenue est l'intégration globale. Supérieur à 40% des droits de vote et désignation pendant plusieurs exercices de la majorité des organes d'administration, contrôle et surveillance. Le type de contrôle est un contrôle exclusif de fait. La méthode de consolidation qui lui est appropriée est l'intégration globale. Exploitation en commun d'une filiale, existence d'un accord contractuel. Ce type de contrôle est un contrôle conjoint. La méthode qui lui est appropriée de consolidation est l'intégration proportionnelle, une situation dans laquelle la détention des droits de vote est comprise entre 20% et 50%. Ce type de contrôle influence notable et la méthode retenue de consolidation est la mise en équivalence. Et enfin, la situation dans laquelle les droits de vote sont strictement inférieurs à 20%. Pour ce type de contrôle, il est hors de périmètre de consolidation. Aucune méthode de consolidation. 4. Les exclusions du périmètre de consolidation. L'exclusion des filiales, l'exclusion des entités contrôlées conjointement, l'exclusion des entreprises associées.
L'exclusion des filiales. Une filiale est exclue du périmètre lorsqu'il y a perte de contrôle, lorsque malgré son existence, le contrôle est destiné à être temporaire, fortement limité. En revanche, une filiale n'est pas exclue du périmètre au motif que ses activités sont dissemblables, qui n'est pas semblable en tout point de celle des autres entités du groupe. L'exclusion des entités contrôlées conjointement lorsqu'il y a perte de contrôle conjoint, lorsque malgré son existence, le contrôle conjoint est destiné à être temporaire, fortement limité. L'exclusion des entreprises associées lorsqu'il y a perte de l'influence notable, lorsque malgré son existence, l'influence notable est destinée à être temporaire et fortement limitée. Un tableau qui résume le périmètre de consolidation est décrit dans la page 29 de la diapo, fourni par l'ADAM. Un contrôle exclusif, contrôle juridique, contrôle de fait. Un contrôle conjoint, partage de contrôle, accord contractuel. Une influence notable, présomption d'influence notable et mise en évidence de l'existence d'une influence notable. Il s'agit de 3 méthodes de consolidation qui lui sont associées successivement par rapport à ce qui a été énoncé. La méthode de consolidation d'intégration globale, la méthode de consolidation d'intégration proportionnelle et enfin la mise en équivalence comme étant une méthode de consolidation par rapport à l'influence notable. À retenir, périmètre et méthode de consolidation. À chaque type de contrôle correspond une définition et une méthode appropriée. Un type de contrôle qui peut être exclusif, peut être conjoint et qui peut être une influence notable. Le contrôle exclusif, c'est un contrôle de droit, détention de la majorité ou de fait. La méthode appropriée, intégration globale. Le contrôle conjoint, partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires. La méthode de consolidation appropriée et l'intégration proportionnelle. Et enfin, troisième type de contrôle, l'influence notable. C'est le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d'une entreprise sans en détenir le contrôle. La méthode qui lui est appropriée est la mise en équivalence. À la page 30 de la diapo. À retenir les différentes méthodes et principes. 3 méthodes de consolidation. La 1, l'intégration globale. Le principe est donc que dans le bilan de la maison mère, remplacer la valeur des participations par le passif et l'actif des filiales. Mettre en évidence les intérêts minoritaires hors groupe. La méthode d'intégration proportionnelle, son principe consiste en ce que dans le bilan de la maison mère, remplacer la valeur des participations par la quote-part d'actifs et passifs des filiales. La mise en équivalence consiste au fait que dans le bilan de la maison mère, il faut remplacer la valeur des participations, coût d'acquisition, par la quote-part de la situation nette, c'est-à-dire la valeur comptable réévaluée à la date de la consolidation. 5. Mesures de contrôle et dépendance. Le pouvoir exercé par une société sur une autre doit faire l'objet d'une mesure. Cette mesure du pouvoir doit reposer avant tout sur la fraction des droits de vote détenus. Elle est calculée à l'aide du pourcentage de droits de vote ou pourcentage de contrôle. Ce pourcentage de contrôle ne doit pas être confondu avec le pourcentage d'intérêt, lequel résulte de la détention d'une fraction du capital d'une société, une dépendance financière. En d'autres termes, la mesure du contrôle est obtenue à l'aide du pourcentage de contrôle et la mesure de la dépendance financière est obtenue à l'aide du pourcentage d'intérêt. Cette distinction est fondamentale.
En effet, le pourcentage de contrôle exprime l'influence du groupe sur une société, représente le pourcentage des droits de vote que détient la société consolidante et sert uniquement à déterminer la méthode de consolidation applicable, alors que le pourcentage d'intérêt exprime la part de capital détenue par le groupe et représente la quote-part du patrimoine de la filiale détenue par la maison mère et sert à répartir les réserves et le résultat de chaque société entre le groupe et les actionnaires minoritaires. Calcul des pourcentages de contrôle et distinction du pourcentage d'intérêt. Notion de pourcentage de contrôle, notion de pourcentage d'intérêt. 5.1.1. Notion de pourcentage de contrôle. Le pourcentage de contrôle permet de déterminer les entreprises qui doivent être retenues dans le périmètre de consolidation et les méthodes applicables. Le pourcentage des droits de vote détenus dans une entreprise correspond au cumul des pourcentages de droits de vote dont dispose l'entreprise consolidante dans les assemblées de cette entreprise, soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'entreprises sous contrôle exclusif. Ces droits de vote sont égaux aux droits dans le capital détenu, pourcentage détenu, si toutes les actions ont les mêmes droits. Participation directe à N% dans B. Pourcentage de contrôle est égal à pourcentage d'intérêt est égal à N%. Dans le cas contraire, le pourcentage de contrôle sera différent du pourcentage d'intérêt. Le décalage provient, dans la pratique, de certaines catégories de titres qui ne respectent pas le principe général un actionnaire égale une voix. Par exemple, les statuts de l'entreprise peuvent créer des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, ou bien limiter le nombre des voix dont dispose un seul actionnaire. Sinon, prévoir des certificats de droit de vote créés lors de l'émission de certificats d'investissement. Et enfin, la situation dans laquelle il y a lieu de réserver des droits de vote doubles à certains porteurs d'actions nominativement dénommés. Le pourcentage de contrôle représente la fraction des droits de vote en assemblée d'actionnaires que détient l'entreprise consolidante. Il reflète donc le poids politique du groupe dans ses filiales et participations. 5.1.1. Pourcentage de contrôle, situation particulière. Exemple 1. Une société M détient 35% des actions d'une société A, dont 30% du capital est constitué par des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Les actions de M sont des actions ordinaires à droit de vote simple. Pour calculer le pourcentage de contrôle de la société M dans la société A, il suffit de comparer les 35% détenus par M par rapport aux actions ayant un droit de vote dans la société A, c'est-à-dire 70%, 100% moins 30%. Pourcentage de contrôle de la société M dans la société A, 35%, 70%, 50%. Exemple 2. Une société M détient 35% des actions d'une société A. Le capital de la société A est représenté en totalité par des actions ordinaires et que cette dernière détenait 10% de ses propres actions. Pour calculer le pourcentage de contrôle de la société M dans la société A, il suffit de comparer les 35% détenus par M par rapport aux actions ayant un droit de vote dans la société A, c'est-à-dire 90%, 100% moins 10%. Le pourcentage de contrôle de la société M dans la société A est égal à 35%, 90%, c'est égal à 38,88%. Exemple 3. Une société M détient 40% des actions de A. Elle ouvre tout un droit de vote double. 50% de toutes les actions A sont à vote double. Pour calculer le pourcentage de contrôle de M dans A, il suffit de comparer les droits de vote détenus par M
80%, 40% fois 2, par rapport au nombre des droits de vote dans la A, c'est-à-dire 150%, qui est égal à 50% plus 50% fois 2. Le pourcentage de contrôle de la M dans A est égal à 80% sur 150%, soit donc 53,33%. Notion de pourcentage d'intérêt. Le pourcentage d'intérêt exprime la fraction de capital détenue directement ou indirectement par la société mère dans chaque société consolidée. Il sert pour l'évaluation de la part de l'actif net revenant à la société mère dans la société consolidée et la part revenant aux actionnaires minoritaires. Il est calculé en faisant la somme des produits des pourcentages de capital détenus directement ou indirectement par la société mère dans la société consolidée. Le pourcentage d'intérêt représente la quote-part dans les résultats nets et dans les capitaux propres d'une entreprise consolidée, filiale, entreprise, associée ou coentreprise, attribuable aux intérêts qui sont détenus par la mère, directement ou indirectement par l'intermédiaire des filiales. Le pourcentage d'intérêt représente la fraction des droits au bénéfice ou quote-part de perte, se matérialisant en général par la répartition du dividende. Le pourcentage d'intérêt reflète le droit financier ou pécuniaire du groupe dans ses filiales et participations. 5.1.3 Distinction entre pourcentage d'intérêt et pourcentage de contrôle. L'exemple suivant illustre la différence entre le pourcentage de contrôle et le pourcentage d'intérêt. M dans F1 et dans F2. Pourcentage de contrôle. M dans F1, 80%. M dans F2, 60%. M exerce un contrôle exclusif sur F1 et F2. Pourcentage d'intérêt. M dans F1 est égal à 80%. Pourcentage d'intérêt est égal à pourcentage de contrôle. M dans F2 est égal à 80% fois 60%, soit donc 48%, différent du pourcentage de contrôle. Le pourcentage d'intérêt correspond au produit des pourcentages successifs. C'est une notion financière qui sert à partager les capitaux propres entre le groupe et les minoritaires. Le pourcentage de contrôle, le pourcentage de droit de vote, traduit le lien de dépendance entre la société mère et chaque société dont elle détient, directement ou indirectement, des titres. Il sert à déterminer la nature du lien de chaque société avec la mère et en conséquence la méthode de consolidation. Merci pour votre attention.